Imagine ça, tu te retrouves dans un bunker souterrain, dans un couloir faiblement éclairé par la lueur d'une lampe d'urgence qui clignote doucement. On a l'impression que le temps s'est arrêté. Dehors, une pluie battante martèle le monde sans se soucier de l'angoisse silencieuse qui règne dans ce refuge secret de la guerre froide. Un peu plus loin se trouve un vieux panneau de commande. Juste à côté, un commandant, le visage marqué par des années passées à rester sur le qui-vive, observe attentivement 8 petits commutateurs. Ces derniers sont alignés sur un code qui, au premier abord, ne ressemble qu'à une suite de chiffres anodins. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Non, c'est pas le scénario d'un film catastrophe, c'est bel et bien la réalité effrayante d'une époque où chaque seconde comptait et où la moindre erreur pouvait plonger l'humanité dans une apocalypse nucléaire. Et c'est l'histoire que je voulais vous raconter aujourd'hui. Et je vous propose avant tout une petite mise en contexte. On est dans les années 60, en plein cœur de la guerre froide, les tensions entre les États-Unis et l'Union soviétique se font vraiment sentir, et à cette époque, la dissuasion nucléaire, c'était la norme. Chaque camp devait être prêt à lancer une frappe dévastatrice à tout moment, que ce soit pour attaquer ou pour se défendre. Et je pense pas avoir besoin de vous faire un dessin, la stratégie elle repose sur l'idée d'agir immédiatement, plus tu vas vite, plus tu as de chances de t'en sortir, grosso modo. Les silos à missiles, cachés dans des bunkers souterrains, devaient pouvoir être activés en un temps record, pour que le moindre signe d'agression ne passe pas inaperçu. Et dans ce monde impitoyable, la rapidité et la fiabilité de la procédure de lancement étaient absolument essentiel. C'est donc entre 1958 et 62 que l'Air Force décide de lancer le projet Minuteman. Et Minuteman, c'est un nom bien trouvé qui fait référence au nom qu'on donnait à des milices des 13 colonies qui, pendant le XVIIe siècle, ont conquis la côte est de ce qui deviendra plus tard les États-Unis. Ces gars-là, on les appelait les Minutemen. Et c'est pas pour rien. Parce qu'en fait, ces milices, elles avaient une particularité bien spécifique. Elles étaient généralement constituées de quelques jeunes d'une vingtaine d'années, tous assez patriotes, enthousiastes et forts pour faire de bons soldats. Mais l'avantage qui leur valut le nom de Minutemen, c'était leur efficacité de déploiement. Les gars pouvaient être prêts à combattre en seulement 2 minutes. Et là, vous comprenez donc le rapport avec notre histoire d'aujourd'hui. Le programme Minuteman ne cherchait pas seulement à déployer rapidement des missiles, mais aussi à asseoir la puissance nucléaire américaine. L'idée, c'est de pouvoir en quelques secondes défendre le pays contre une frappe soviétique ou décider d'attaquer efficacement. Et à l'apogée du programme, c'est pas loin de 1000 missiles qui étaient répartis sur tout le territoire américain et prêt à être tiré dans divers centres de commande. Sauf qu'une grande puissance implique de grandes responsabilités. Ouais, fallait que je cale une petite référence geek à un moment. Et là, on a un petit problème. Dans ces centres de commandement, il y avait un petit panneau équipé de 8 commutateurs qu'on appelait des Tumwheel Switches. Bon, dans un centre de commandement, c'est logique de retrouver plein de panneaux de contrôle, de boutons et de potentiomètres, ça c'est tout à fait normal. Mais celui qui nous intéresse aujourd'hui, il était très différent. Ce panneau, avec ses 8 petits boutons, il avait en fait un rôle crucial, parce que de 62 à 77, la règle elle était simple. Ces commutateurs devaient tous être réglés sur 0. Alors ce choix qui peut sembler insignifiant au premier abord, c'était en fait un compromis stratégique pour permettre une activation ultra rapide des missiles. Parce que ouais, le code qui a été choisi par l'Air Force pour déverrouiller les missiles était en fait une simple séquence de 8 zéros. Dites ça à nos chefs de la cybersécurité aujourd'hui, encore plus pour protéger quelque chose de sensible, comme par exemple un putain de missile nucléaire, je pense qu'il y en a qui vont manger leur chapeau. Bon alors, ok, mais pourquoi un code aussi peu sécurisé? Pourquoi prendre autant de risques? En fait, la réponse, elle est assez simple. Les concepteurs du système Minuteman, sous la houlette du Strategic Air Command, le SAC, ils voulaient éviter tout délai en cas de crise. Face à une menace nucléaire imminente, il était impensable de demander aux équipages de taper un code compliqué. Du coup, le système, il a été conçu pour que dans des conditions normales, le panneau affiche toujours 8-0, un vrai mot de passe par défaut, en fait, qui garantissait que les missiles pouvaient être lancés immédiatement dès qu'on donnait le signal. Sous conditions normales, donc, les commutateurs étaient tous réglés sur 0, ce qui permettait une réaction immédiate en cas d'alerte nucléaire. Et cette procédure, elle se transmettait de génération en génération parmi les équipes de lancement. Dès sa formation, chaque opérateur apprenait qu'il fallait vérifier que le panneau affichait des zéros partout, et en d'autres termes, ce code banal faisait partie intégrante de la routine quotidienne dans les silos, validée par des centaines de mains dans l'univers souterrain de la dissuasion nucléaire. Bon, ok, je me dois de pondérer un peu mes propos, tout de même, parce que, bien sûr, le système n'était pas sans mesure de sécurité. Il existait par exemple la fameuse règle des 2 hommes. Même si le panneau était déverrouillé avec les 8 zéros, il fallait que 2 opérateurs autorisés soient présents pour confirmer le lancement. Et cette procédure,
elle était mise en place pour éviter qu'une seule personne ne puisse lancer les missiles, parce que ça pourrait poser des problèmes. Mais dans la réalité, cette règle, elle pouvait parfois être contournée. On raconte que sous des tensions extrêmes ou à cause de pratiques informelles, par exemple, quand l'un des opérateurs il prend une pause bien méritée après des journées de travail, le contrôle pouvait faiblir, rendant le système vulnérable à des dérives potentiellement catastrophiques. Même si la procédure prévoyait la présence de 2 opérateurs pour déclencher le lancement, les failles humaines et des pratiques non officielles rendaient parfois la règle difficile à respecter à la lettre. Bref, ce code des 8.0 était avant tout une solution de facilité, une réponse technique aux besoins d'activation rapide en pleine crise nucléaire. Ça symbolisait la confiance ou peut-être plutôt la naïveté des responsables de la dissuasion nucléaire qui préféraient éviter la complexité d'un mot de passe compliqué, quitte à laisser une énorme faille dans la sécurité des armes les plus destructrices jamais créées. Et voilà le truc un peu flippant, c'est que dans un monde où la survie de la planète était en jeu, la sécurité, elle reposait sur un code aussi simple que celui que certains d'entre vous, je suis sûr, utilisent encore pour accéder à leur compte en ligne, genre 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou mot de passe. Et l'ironie, elle est flagrante, hein. Malgré la gravité de la situation, le lancement se faisait avec un mot de passe par défaut. Ça paraît inconcevable quand on pense qu'il s'agissait d'armes capables de littéralement effacer la carte. Et avec tout ça, on comprend facilement comment l'absurdité et la tension de cette époque de dissuasion nucléaire, ça a nourri l'imaginaire collectif et inspiré des univers de fiction post-apocalyptique. Et là, je digresse un peu, mais par exemple, l'univers de Fallout, ça puise largement dans cette ambiance un peu paranoïaque des années 60 et dans la dérision des systèmes de sécurité nucléaire. Les créateurs de Fallout, ils sont inspirés non seulement des décors austères de la guerre froide et de leurs procédures ultra rigides, mais aussi l'ironie tragique d'un monde où des protocoles dignes de nos mots de passe les plus faibles étaient utilisés pour protéger des armes capables de raser des villes entières. Et ce mélange de peur omniprésente, de bureaucratie militaire et de vulnérabilité technologique, ça se retrouve dans les paysages désolés et l'esthétique rétro-futuriste que Fallout propose. Ça transforme donc l'horreur nucléaire en un terrain fertile pour l'humour noir et un peu la satire de cette époque. Mais bon, là je m'écarte du sujet, et on pourra parler du jeu si ça vous intéresse, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, et c'est très cool. Bon, rassurez-vous, on a fini par être un peu plus intelligent, et ici les choses se finissent plutôt bien. Face aux critiques et aux risques évidents, les responsables du SAIC, ils ont fini par se dire qu'il fallait agir avant qu'un mauvais clic ne change le destin du monde et qu'on meure tous, clairement. Perspicace, les mecs. Et donc, en 77, quand même 20 ans après le début du programme, il a fallu que les mecs réfléchissent un peu, y a un nouveau programme de modernisation qui est appelé Rivet Save et qui voit le jour. Et c'est la fin du temps où il suffisait de vérifier que le panneau affichait 8.0. À partir de ce moment-là, les équipages devaient saisir un code d'activation dynamique, généré en temps réel et transmis par un message d'urgence des plus hautes autorités. Ce nouveau système, il ajoutait une couche de sécurité vraiment essentielle, et le code n'était plus fixe, il changeait constamment, rendant quasiment impossible toute tentative de lancement non autorisé ou de piratage. Mais ce qui est fou, finalement, c'est de se dire que dans les années 60, malgré toute la technologie sophistiquée et l'enjeu énorme, la survie de l'humanité quand même, c'est pas rien. Et la sécurité nucléaire, elle reposait en fin de compte sur l'utilisation de mots de passe exactement comme dans notre monde numérique d'aujourd'hui. Et c'est encore le cas pour protéger nos comptes en ligne. On se fie encore à des codes souvent ridiculement trop faibles. Il n'y a qu'à voir le top des mots de passe les plus utilisés chaque année. Clairement, c'est pas rassurant. Et c'est à la fois effrayant et incroyablement ironique de constater que, malgré la puissance destructrice des armes nucléaires, la logique de sécurité utilisée pour les contrôler, elle est pas si différente de celle de nos outils numériques du quotidien. En somme, l'histoire du code des 8.0 nous montre qu'en période de crise, on peut parfois être obligé de faire des choix qui semblent absurdes. Pendant 20 ans, l'avenir du monde reposait sur un simple assemblage de zéro. Un mot de passe digne d'un système informatique basique, jusqu'à ce que, heureusement, notre ingéniosité nous pousse à évoluer vers des codes dynamiques plus complexes. Ce contraste frappant entre la vulnérabilité apparente des anciens systèmes nucléaires et l'insuffisance persistante de nos propres mots de passe modernes ne manque pas de faire sourire, tout en nous rappelant que la technologie, même dans les situations les plus critiques, reste parfois aussi simple et parfois imparfaite qu'un mot de passe par défaut. Donc du coup, pour conclure, la prochaine fois que vous tapez un mot de passe banal pour protéger vos données, souvenez-vous qu'à une époque, une simple séquence de 8-0 pouvait décider du destin du monde. Et qu'il serait peut-être temps qu'on prenne un peu plus la considération des choses, et que rien ne nous dit qu'encore aujourd'hui, dans le contexte actuel, c'est pas le cas quelque part que des mesures de sécurité aussi faibles, retranscrites par rapport à nos technologies d'aujourd'hui, soient en place dans quelques parties du monde. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je voulais amener un ton un peu plus narratif, vous proposer quelque chose d'un peu différent. Et si vous avez aimé, le petit like, c'est le meilleur moyen de me soutenir et de me montrer que ce type de contenu qui demande beaucoup de temps et beaucoup de recherche,
vous a plu. D'ailleurs, je vous mets en description l'ensemble des sources qui m'ont permis la rédaction de tout ça. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche, ça fait toujours plaisir. Soutenez-moi, on arrive aux 100 000 abonnés. Et moi, tout ce qui me reste à vous dire, c'est à très bientôt pour plus de contenu sur la chaîne. C'était Paul. Ciao.